D'abord, merci, Monsieur le Ministre, cher Jean-Christophe Combe, et merci à Madame la Secrétaire d'État, Madame la Ministre, chère Charlotte Cobel, de nous avoir rejoints pour cette cérémonie des vœux. Vous êtes ceux avec lesquels nous avons pu travailler ces derniers mois. Nous avons encore des chantiers en perspective importants. Donc je voulais vous remercier de votre présence à laquelle nous sommes très sensibles. Je salue bien sûr les présidents et les présidents de département, les conseillers et conseillères départementaux, les parlementaires aussi, c'est dit. Cher Nicolas Lacroix, cher Jean Desglaises, salut tous les élus, salut nos partenaires, quelques-uns ici, salut le président de la Poste qui nous a rejoint, avec lequel nous avons initié des projets aussi d'innovation territoriale. Puis bien sûr, cher Thierry, saluer le président du Conseil économique et social et environnemental, parce que d'abord je voulais te remercier pour ton accueil, votre accueil, Monsieur le Président, dans ce palais d'Hénin. Et vous redire aussi que si nous sommes ici au ces vœux du département de France, ce n'est pas le fait du hasard, c'est une volonté affirmée du département de France de travailler avec l'ensemble des forces vives de notre pays, les forces sociales, les forces économiques, naturellement. La France a besoin de l'union de toutes ces forces vives pour avancer, en tout cas pour faire face aux défis devant lesquels nous sommes placés. Alors merci à vous tous, mes chers collègues d'État. C'est vrai que les difficultés annoncées sur les transports, alors je ne sais pas si ça a été voulu par le gouvernement, en tout cas j'en suis sûr, on me l'a confirmé. En tout cas, cette annonce a provoqué des mouvements de grève, ce qui fait que les difficultés annoncées dans le transport ont empêché un certain nombre de présidents et de nos partenaires de nous rejoindre. Je veux vraiment les saluer. Je suis en tout cas heureux de vous retrouver après ces 3 années dans lesquelles nous avons été profondément marqués d'abord par la Covid, par ces périodes de confinement jamais connues, et pour lesquelles nous avons été en première ligne aux côtés de l'État. Et pendant toute cette période, je veux le rappeler, nous avons continué d'agir avec tous nos agents présents sur le territoire, toutes les prestations qui étaient servies en temps et en heure pendant cette période. Nous avons continué de protéger nos enfants. Nous avons soutenu nos aînés, nous avons accompagné les personnes handicapées. Nous avons été aux côtés des familles, aux côtés des plus précaires, aux côtés de ceux qui étaient en difficulté, qui se sont trouvés avec des problématiques très lourdes liées à ce confinement. Et c'est à la porte des départements, je veux le rappeler aussi, qu'on est venu frapper lorsqu'il s'est agi de distribuer, de fournir des masques rapidement, d'organiser la vaccination. Et dans le même temps, nous avons continué d'investir, préparer notre avenir collectif, investir aux côtés des communes, investir sur nos routes, investir dans le crédit. Alors aujourd'hui, nous vivons dans le prolongement d'une nouvelle crise. Une crise qui est lourde, qui est anxiogène, une crise qui frappe nos familles. Et elle est anxiogène parce qu'évidemment, la guerre est aux portes de l'Europe. Les prix de l'énergie qui flambent, l'inflation qui étrangle les familles, le coût de l'alimentation qui est devenu une préoccupation aussi quotidienne pour beaucoup d'entre elles. Et cette crise, elle frappe notamment les plus fragiles, elle frappe aussi nos entreprises, nos artisans. Nous avons tous entendu des témoignages bouleversants des boulangers. Je tiens à saluer le président de la Confédération des boulangers de France qui est ici présent. On a entendu des témoignages bouleversants de restaurateurs, d'entrepreneurs. On ne le dit pas suffisamment, mais cette crise, elle frappe encore plus directement et plus durement le monde rural. Parce que dans le monde rural, on a besoin de sa voiture. On a besoin de sa voiture pour se déplacer, pour travailler, pour faire ses courses, pour se soigner. Et à l'heure des vœux, évidemment, les premiers vœux que je tiens à formuler au niveau du département de France, c'est que cette guerre meurtrière menée par la Russie cesse au plus vite. Et que le peuple ukrainien retrouve la paix et la liberté. C'est un vœu que je forme aussi pour tous les peuples asservis qui vivent aujourd'hui. Alors cette crise, elle s'inscrit aussi, vous l'avez évoqué lors de vos vœux, Monsieur le Président du Conseil économique et social et environnemental, s'inscrit dans un contexte de malaise profond, de sentiments diffus que les élus sont dans l'incapacité de changer la vie finalement, de faire face à ces mutations de la vie. Et ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de défiance, il doit tous nous interpeller. Parce qu'il fait vaciller le socle de notre République, en ouvrant la voie à tous les extrémistes. Parce que chacun le sait, c'est sur le terreau des drames humains que se nourrissent toutes les violences qui traversent notre société, que l'on sait aux femmes, que l'on sait à nos enfants, Charles. Et notre responsabilité, c'est pas simplement d'en faire le constat, c'est d'apporter des réponses, chacun dans nos compétences. Chacun dans nos compétences. Et la compétence première des départements, je veux le redire ici,
celle qui est au cœur de notre action, c'est de garantir les solidarités. D'abord les solidarités humaines, mais toutes les solidarités, et aussi les solidarités territoriales. L'enjeu est de taille, on l'observe tous, la précarité dans le contexte grimpe d'échelle des classes moyennes. Il ne s'agit pas pour nous, je le redis aux représentants du gouvernement, au ministre, il ne s'agit pas pour nous de nous substituer au rôle de l'État, mais d'avoir, nous, les moyens d'agir au plus près des dernier mètre, comme vous le disiez, parce que c'est ce qu'attendent nos compatriotes. Beaucoup d'entre eux vivent très mal la dégradation de nos services essentiels. Les hôpitaux, on a parlé, cher Dominique Bussereau, mon prédécesseur Christian Salvé, ça fait l'objet de tous nos débats cet après-midi. Les hôpitaux, les médecins qui font défaut, les transports publics, les commerçants qui ont déserté, nos campagnes et parfois aussi nos centres-villes. Il n'y a pas un jour où nous sommes alertés sur des services ou des commerces qui menacent de disparaître. Ce constat, je le dis aux membres du gouvernement, il n'est pas sévère, ce constat que je fais. Il est simplement, il se veut lucide et responsable. Lucide parce qu'on ne regagnera pas le cœur des Français si on ne fait pas une analyse partagée des difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Et puis responsable, parce que c'est ensemble qu'on apportera les réponses à la crise démocratique que nous vivons. Parce que la crise démocratique que nous vivons, c'est une crise de confiance. Et notre volonté à nos départements de France, c'est de remédier à cette désespérance, de participer à remédier à cette désespérance, de retrouver le chemin de la confiance. La confiance dans l'action publique. Nous sommes en capacité de mener des actions concrètes. Vous savez, on en a souvent échangé. Prenons en compte la diversité des situations, parce que la France est diverse, parce que nos territoires sont divers. Les prendre aussi à la ville comme à la campagne. Et je l'ai dit au gouvernement, je l'avais dit à la Première ministre, je tiens à saluer, pour régler les problèmes de la France, il faut voir loin. Mais il faut agir de près. Et c'est tout le défi dans lequel nous sommes placés. Nous sommes dans un pays où il y a toujours eu cette tentation pour l'État de penser qu'il ferait mieux que nous, les acteurs locaux. De penser qu'en imposant des politiques, finalement, on va réussir alors qu'elles se révèlent parfois déconnectées sur la réalité des vies que nous avons sur le terrain. Il faut que l'État accepte d'un mot que je vais résumer, le lâcher-prise. Qu'il fixe le cap, c'est son rôle, mais qu'il nous laisse agir. Qu'il laisse les élus locaux appliquer sur le terrain les orientations fixées par la représentation nationale. Alors oui, nous avons besoin d'un État stratège, un État qui assume ses missions régaliennes, un État qui protège et qui rassure, un État qui contrôle. Mais nous n'avons pas vocation, je le redis, à être des sous-traitants de l'État. Parce que nous sommes des collectivités, parce que nous avons cette légitimité aussi issue du suffrage universel du peuple et que nous avons des compétences à conduire. Vous savez, j'ai une conviction profonde, la France se vit dans son pays, naturellement. Il y a un attachement à notre pays, naturellement. Mais la France, elle se vit aussi, et surtout à l'échelle de son quartier, elle se vit à l'échelle de sa ville, elle se vit à l'échelle de son département. Et quand on habite en banlieue parisienne, on n'a pas les mêmes problèmes que lorsqu'on est dans les Ardennes, par exemple, ou dans la Corrèze ou dans la Creuse. Je vais vous faire une confidence. J'ai toujours trouvé étrange que l'État, je l'ai dit, imagine faire mieux sans nous, les départements et sans les maires. Toujours trouvé ça étrange. Parce qu'il faut laisser le terrain exprimer ses propres besoins et mettre en œuvre des solutions, parce que la réalité, elle est là. Communes et départements sont bien le socle de l'action publique moderne. Et il a fallu plusieurs pistes pour le redécouvrir, celle des Gilets jaunes, puis la pandémie, puis celle que nous traversons aujourd'hui. Et je me réjouis du dialogue renouvelé avec le gouvernement, que je souhaite sincère, loyal et avec un unique objectif au service des Français, partout où ils ont choisi de vivre. Alors on peut raconter ce qu'on veut aux Français sur la décentralisation, sur l'organisation territoriale, l'espoir et la confiance viendront du terrain. Elles viendront de décisions simples, connectées à celui des Français. Au risque de vous surprendre, je ne pense pas que nous avons besoin, dans le contexte actuel, d'un grand big bang territorial. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un changement de pratique et de redéfinir ensemble, pour reprendre un mot que j'ai beaucoup prononcé cet après-midi, le bon niveau d'action. Nous avons besoin que l'État nous fasse confiance, qu'il nous donne les moyens aussi d'agir mieux et agir vite. Oui, l'État a la responsabilité de la conduite des intérêts vitaux de la nation, mais nous devons avoir le pouvoir d'expérimenter, d'adapter les normes en fonction de ces réalités des vies. Vous savez, je suis un fervent partisan de réinventer le rôle de chef de file de nos compétences. Alors,
c'est un mot qui a fait débat, donc de pilote des deux compétences, dans l'exercice précisément de ces compétences. Et cela vaut pour la lutte contre les déserts médicaux, l'insertion, la protection de l'enfance, le grand âge, le handicap. Pour tous ces sujets, les départements peuvent piloter l'ensemble des acteurs pour une réponse apportée à 360 degrés, c'est-à-dire mettant autour de la table tous les acteurs. Il faut dans les faits avoir des règles locales, simplifiées, plutôt qu'une norme nationale complexe, et c'est là le principal ennemi de l'efficacité publique, c'est quand cette norme complexe devient inapplicable. Et c'est cela qui suscite des incompréhensions et des frustrations pour les Français et les élus locaux. L'État demande légitimement, j'ai vu ce débat, de participer au contrôle des EHPAD publics, alors que nous n'avons aucune autorité sur les directeurs d'établissement que pourtant nous finançons pour une large part. On sait comment. Pendant la pandémie, souvenez-vous, le président des départements ne pouvait même pas obtenir des ARS le nombre de décès du Covid dans les EHPAD. On ne peut pas fonctionner comme ça. Même chose pour les collèges. En exemple simple, nous sommes responsables de la sectorisation, c'est-à-dire du maintien d'offres scolaires, d'éducatives, de proximité dans les territoires. Donc on organise la sectorisation pour le bien des habitants. Mais nous n'avons plus la compétence sur les transports scolaires, les transferts aux régions. Alors quand une région refuse la desserte, vous imaginez la colère et l'incompréhension des parents qui ne savent plus vers qui se tourner et qui nous disent simplement « entendez-vous ». Elle suscite l'incompréhension des élus locaux. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Le sujet de l'eau aussi, on en a beaucoup parlé cet après-midi, est un sujet symptomatique. On craint une guerre de l'eau, avec des prix de l'eau qui vont se stabiliser dans les milieux métropolitains à cause de la densification et qui vont exploser en milieu rural. Parce que là, évidemment, il faudra régler l'approvisionnement simplement en eau, qui est un défi gigantesque dans lequel les départements peuvent apporter leur concours. Je vais vous prendre un exemple, monsieur le ministre, c'est plus des cela, cet exemple-là. Je suis président d'un département, la Côte d'Or. Je suis détenteur d'une ressource en eau. Au terme de la loi, je peux produire de l'eau brute, mais je n'ai pas le droit de produire de l'eau potable que nos compatriotes attendent. Et aucune structure syndicale n'a la table de produire cette eau. Vous croyez qu'on peut tenir longtemps comme ça dans l'action publique? Ce sont des exemples simples. Alors, puisque c'est la saison des vœux, je souhaiterais avoir le vœu que l'État, avant de nous imposer des missions, qu'il nous demande souvent de financer, nous associe au processus de décision. C'est en cours, on peut avancer encore, et je vous fais confiance pour qu'on avance résolument dans cette voie. Et je remercie le gouvernement d'Elisabeth Borne donc de l'avoir engagé. Mais, comme le disait l'un d'entre nous, pas simplement manifester son amour, aussi des preuves d'amour. Et je me réjouis en tout cas, comme surtout dans la logique de la contrainte, du fameux contrat de Cahors, de la règle de 80 km/h, qui suscite des grandes incompréhensions. Bref, nous avons, nous, département de France, affirmé la volonté de participer à une co-construction des politiques publiques. La co-construction, ce n'est pas l'abandon de nos convictions. La co-construction, c'est une exigence. Quand tant de gens souffrent, quand tant de personnes souffrent, cela impose à tous les pouvoirs publics de s'inscrire dans une démarche de responsabilité, tous. On peut toujours commenter le match, moi je préfère qu'on le joue ensemble, et l'ouverture d'un agenda territorial avec le gouvernement est une opportunité. Mais ça doit conduire, je le redis devant vous tous, à un vrai partenariat, à de vrais engagements partagés, tenus et respectés. Parmi les sujets sensibles, deux mots, on vous souhaite à tous une bonne année. Il y a d'abord celui de nos finances. Pour mener toutes ces politiques de solidarité, nous avons besoin de la solidarité aussi nationale. Nous avons été une des premières strates de collectivité, Dominique Buffreau peut en porter témoignage, à nous organiser pour assurer la solidarité entre nous. La seule strate de collectivité. Il n'y suffit pas. Donc oui, il faut vraiment que la solidarité, ce manifeste national, c'est son rôle. Ce manifeste, c'est son rôle. C'est sa vocation. L'État doit être le garant de donner les moyens des politiques qu'il souhaite doit impulser par les départements. C'est ça la véritable équité, ou inéquité si l'État ne joue plus son rôle. Régalien. Quand j'ai entendu Bercy dire et répéter que les départements se porteraient bien, non, les départements ne se portent pas bien financièrement. Les efforts que nous avons faits, que nous faisons et que nous poursuivons depuis la crise sanitaire sont considérables.
Ils étaient nécessaires. On y a participé, la conférence des métiers, la revalorisation de tous ceux qui sont au service de nos compatriotes. Bien sûr que c'est nécessaire. Mais j'ai fait chiffrer le coût total des charges nouvelles pour les départements de France. 2,5 milliards d'euros. D'ores et déjà, il y a des départements qui ne pourront pas faire face à leur propre mission, dans leur propre domaine de compétences sur le moyen. Et quand j'ai entendu, au propos des DMTO, vous savez, les points de mutation qui sont bien portés, il faut le dire, quand les choses marchent, on sent les premiers fléchissements. Et quand j'ai entendu dire que certains remettraient en cause notre légitimité à les percevoir, je le dis en début d'année, ça c'est pas un peu, et je le dis tout net, le sujet des DMTO, qui venait d'être remis sur la table, sera un point de rupture pour nous. Je le dis très clairement dans les départements de France. Oui, ils sont d'accord. En fait, ce que nous attendons aujourd'hui, ce sont des recettes en cohérence avec nos dépenses. Et je leur ai dit, il n'y a pas de liberté locale sans autonomie fiscale. Il appartient à l'État de s'assurer que chaque département a bien les moyens de faire face. Parce que la conséquence, ce sera une chute de l'investissement dans nos départements. Et je rappelle ici que l'investissement des départements, c'est le bouclier du monde rural. L'investissement des départements, c'est de soutenir le plan local. Simplement sur les défis, nous avons devant nous un premier grand défi, c'est celui du changement climatique. Vous l'avez vu, des milliers d'hectares se sont embrasés cet été, pas simplement dans le sud, mais en Gironde, jusqu'à présent, dans le Morbihan, le Finistère, le Jura, les Vosges, le Loire, bref. Pour les mois à venir, j'ai souhaité que le département de France poursuive la mission que nous avons confiée à André Acari et Jean-Luc Blaise sur le thème plus large de comment faire face à ces défis liés à des épisodes de sécheresse qui vont se prolonger de manière marquée avec les incendies, mais liés aussi à ces phénomènes tempétueux qui ont tendance à se répéter, pour lesquels nous devons organiser aussi nos services d'incendie et de secours. Je rappelle d'ailleurs à cet égard, les journalistes qui sont ici, que les départements sont les premiers financeurs des SDIS et de la protection civile en général, aux côtés des communes. Bon, alors quand j'entends là aussi critique le ministère de l'Intérieur dire que les départements ne reverseraient pas la taxe spéciale sur les conventions d'assurance un peu technique aux SDIS, franchement, c'est pas sérieux. Dans mon département, j'en perçois une taxe à reverser aux SDIS de 8 millions d'euros, et en réalité, j'en verse 21 millions. Donc, voilà, il faudra qu'on mette un terme à cette polémique bien inutile, puisque nous avons devant nous des défis en partage entre l'autorité, la sécurité civile, naturellement, et nos services départementaux d'incendie et de secours. Et puis voilà, je terminerai là-dessus le second défi, le premier défi climatique, le second, c'est le défi du vieillissement. Monsieur le ministre, on en a encore reparlé, je sais que vous avez multiplié les contacts avec nos présidents, avec nos commissions, c'est le défi du vieillissement et de l'autonomie. Alors, on en a encore reparlé tout à l'heure, notre objectif c'est de construire ensemble un calendrier des financements qui sont afférents pour faire face à ce défi, parce que là encore, je ne souhaiterais pas que demain on se retrouve avec des déserts médico-sociaux, comme on a assisté à des déserts, avec le phénomène de concentration, qui continuerait non seulement d'interroger, mais voilà, de scandaliser un certain nombre de nos compatriotes. Donc, une feuille de route claire, inscrite dans un temps qui nous permette d'expertiser les initiatives, qui nous permette de regarder les expérimentations réussies, parce qu'il y en a, et puis qu'on inscrive cela évidemment dans un agenda territorial, puisque on aura des perspectives législatives qui se profilent dans les semaines qui viennent. Nous avons mis aussi en place avec vous, cher Jean-Christophe Combe, un comité des financeurs. C'est une avancée pour assurer un suivi des engagements qui ont été pris de part et d'autre d'ailleurs. Mais c'est un comité de suivi et vraiment, je le dis publiquement, je tiens à vous remercier pour ce dialogue nourri et constructif et j'en remercie la Première ministre. C'est un défi aussi parce qu'on traverse une crise des vocations dans les métiers de la vie et du soin. Vous savez, il faut que toute la société prenne conscience de l'action quotidienne qui est conduite par les agents et les salariés du champ social 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Ce sont des métiers difficiles, qui renvoient aussi parfois à sa propre vie, des métiers de protection, des métiers de protection de l'enfance. On sait combien on est traversé aussi par des mouvements de violence juvénile, de santé mentale, dans lesquels parfois nous nous sentons bien désemparés. Et il faut absolument qu'on ait une réponse pédopsychiatrique à la hauteur de cet enjeu. Donc je pense profondément qu'il faut redonner aussi confiance aux acteurs
de la solidarité avec ses agents et salariés, ceux qui s'occupent de nos aînés, qui protègent nos enfants confiés à l'ASE. Je me réjouis aussi du dialogue constant que nous avons, le cher Charlotte Cobel, la création de ce gîte que préside désormais Florence Dadin, ou pour prévenir les violences faites aux femmes. Donc ils sont en première ligne, ils prennent de plein fouet la violence de la société et ils méritent pas simplement notre reconnaissance, mais une prise de conscience de la société qu'il faut être à leur côté. Sans quoi on aura des difficultés croissantes de recrutement dans ces métiers que j'appelle les métiers de la vie. Voilà, mes chers collègues, ce que nous avons à conduire ensemble, dans un regard croisé et avec une simple volonté d'être mieux encore au service des Français. C'est ce qu'ils attendent de nous. Alors nous ne sommes pas là, je vous le dis, pour défendre des boutiques, nous ne sommes pas là une fédération de baronnies. Nous sommes là simplement pour défendre une conception de la République qui permette à chacun de se voir un avenir serein là où il a choisi de vivre, en tout point du territoire national. C'est ça l'enjeu dans lequel nous sommes placés. Et le deuxième, et ça c'est un vœu, c'est qu'on redonne espoir et confiance aux Français, aux élus locaux qui se battent au quotidien pour apporter des réponses concrètes aux difficultés de nos compatriotes. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année et vous me permettrez de conclure en disant que vivent les départements de France, que vive la République et que vive la France.